Alors, je pourrais commencer brutalement. Qu'est-ce que tu as à faire avec les Juifs? Pourquoi tu nous emmerdes dans tes films avec les Juifs? Mais c'est pas comme ça que je vais commencer. Je vais être un peu plus éduqué, hein. Et j'ai besoin de beaucoup de Delphine parce que on va tous commencer par des aveux. Enfin, je sais. La culture juive, pour moi, j'y connais rien. C'est Delphine pour qui j'ai non seulement une admiration, mais une affection immense. Et puis Arnaud, je l'admire beaucoup comme artiste, comme cinéaste, et comme artiste au sens plus général. Parce que pour moi, il y a des cinéastes, il y a des réalisateurs qui sont des très bons techniciens, des auteurs, mais lui, c'est un peu plus que ça. C'est un peu le degré plus haut pour moi dans la hiérarchie de ce que c'est qu'un artiste, c'est-à-dire un créateur de forme, un créateur de récits, un créateur de personnages, etc. Et alors, c'est vrai, la présence juive dans tes films, Arnaud, soit sous la forme d'une incarnation à travers des personnages, soit sous l'aspect d'une thématique récurrente, comme ça, une sorte de fil rouge, et effectivement, traverse toute ton œuvre. Et c'est de ça dont on va parler. Alors j'ai un peu réfléchi, j'ai revu beaucoup de tes films, et j'ai pris des notes, et puis j'ai listé comme ça des hypothèses. Bon, je ne sais pas si c'est le bon mot, parce que une hypothèse, c'est on lance un truc, et puis on voit comment ça prend ou pas dans la conversation. Pour moi, la question de la figuration, de la présence juive dans ton œuvre, de toute manière, je la place sous l'angle du romanesque. Voilà. Pour moi, c'est dans le souci que tu manifestes dans tous tes films de créer un monde romanesque. La présence juive te sert, peu ou prou, on verra comment, comme référence, comme altérité, comme hypothèse à insérer dans l'histoire de tes personnages. Mais c'est sous l'égide du romanesque. Est-ce que cette première hypothèse te convient? Sûrement, ça permet d'embrayer dans l'écriture le fait qu'il y ait des différences. J'ai pris des... Je venais avec des idées parce que j'ai le trac, donc je me disais je vais dire ceci, je vais dire cela, etc. Donc je vais faire tout dans le désordre. Je vais commencer par autre chose. C'est la règle du jeu. Je vois la règle du jeu à la télévision, chez mes grands-parents, très jeunes, avec mon père qui est à mes côtés. Et on regarde Dalio, qui donc dirige le château de la Chênaie, voilà, dont il est dit dans le film, qui reprend le nom, et quand vous pensez, il y a quelques années, c'était un Rosenberg, parce qu'il était dans le film d'avant de Renoir. Donc c'est le film de Jean Renoir. Et donc, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est un châtelain juif qui reçoit des invités de la haute, etc. Il y a toute une tribu, et tous les personnages dissemblent. N'arrête pas d'y sembler. Il y a une actrice allemande, il y a des actrices qui viennent du boulevard, il y a des acteurs qui viennent du théâtre classique, il y a Jean Renoir lui-même qui joue un rôle qui n'est pas acteur, etc. Tous ces gens dissemblent et je trouve ça merveilleux. Et mon père dit, regarde Dalio, il est formidable. Alors, il adorait Dalio à cause du film avec Humphrey Bogart et tout ça, donc c'était son enfance. De Casablanca. Et donc il disait, regarde Dalio, il est formidable et tout ça. Et à un moment, le cuisinier dit, je vais vous dire ce qui est vraiment chic et ce qui n'est pas chic. C'est quand on fait la salade de pommes de terre, le marquis, sait reconnaître si on a mis le vin blanc sur les pommes de terre tièdes ou si on a mis le vin blanc sur les pommes de terre froides. Et dit, ça c'est la classe. Et je regarde mon père admirer ce personnage juif et je me dis, il y a de l'altérité, on peut dissembler. C'est-à-dire, on peut faire des films où moi, il y a une échappatoire à ce qui a été mon éducation, qui est l'universel chrétien. C'est la singularité juive. Alors aujourd'hui, je dis avec des termes savants, mais moi, c'est avec un souvenir très enfantin comme ça. C'est de regarder l'admiration de mon père pour Dalio. Je sais, par ailleurs, s'il y a des cinéphiles pointus dans l'assistance, les polémiques sur la très méchante lettre que Jean Renoir a écrite à l'époque où il essayait d'échapper de France, je le mets de côté. C'est beaucoup plus tard que j'ai lu ça. Et plus tard, quand je commence à me dire je vais faire des films, je revois la règle du jeu et je me dis, ben voilà, je voudrais faire des films comme ça, où les gens ne soient pas tous pareils, où il y a des trucs où ça résiste. Ça résiste, et c'est singulier parce que ça ne veut pas être... ça résiste à l'universel.
Et ça, pour moi, c'était vraiment pas un programme, c'était une affection. Et c'est devenu après un programme choisi pour moi quand j'ai commencé à réaliser des films, avec beaucoup d'embarras. Mais il y avait un embrayeur de fiction. Je me permets de continuer un peu pour revenir sur le cinéma. Le premier embrayeur de fiction, et c'était une maladresse de ma part très certainement, c'était quand je tournais ce qui aurait été mon premier ou mon deuxième long métrage, c'est selon La Sentinelle. Il y avait le personnage de HR, qui est le camarade de Mathias, qui est à l'hôpital et qui s'occupe des morts. Et il y a un personnage qui est juif. Et il commence à parler, il s'engueule très violemment, tout de suite, avec Emmanuel Salinger. Et je sais que le film est évidemment sous influence de Shoah de partout. C'est un spectateur traumatisé de Shoah qui réalise La Sentinelle. Et je sais que je ne peux pas distribuer un acteur en me posant la question que je ne m'autorise pas, comme chrétien, comme gentil, que je ne m'autorise pas. Cet acteur est-il juif ou ne l'est-il pas? C'est une question qui, pour moi, n'est pas légitime. Je n'ai pas à me la poser. Ça ne me gêne pas du tout que d'autres se la posent, mais pour moi, je n'y ai pas droit. Donc je me dis, comment je vais distribuer ce rôle? C'est impossible, etc. Puis je me dis, il y en a un que je connais, bon, je suis sûr qu'il n'est pas juif, parce que c'est mon frère, donc c'est un catholique comme moi, donc c'est mon frère qui va jouer le rôle, quoi. Donc il y a de la fiction, puisque évidemment de la judéité il ne sait rien, et je lui demande de jouer le rôle d'un juif parce que c'est un rôle. Alors est-ce que c'est un rôle? Alors après, ça changera avec Esther Kahn, avec ma rencontre avec Summer Phoenix, qui est juif, c'est différent, ou avec Patrick Timsit, c'est différent, mais ça commence avec un embarras. Et en même temps, je désire plonger dans cet embarras, je désire que les gens dissemblent dans le film plutôt que ressemblent. J'ai peur sinon d'étouffer à l'intérieur d'un cadre de fiction. Delphine, la règle du jeu, fin des années 30, la présence d'un personnage juif dans les films français... J'étais très jeune alors. Non, moi aussi, je venais de naître. Non, mais c'est intéressant parce que le cinéma français a eu du mal à incarner, à présentifier les juifs. Il y a quelques grands films, je pense à un film de Duvivier qui est sublime. Hein, le titre, ça vous dit quelque chose? L'adaptation. Celui avec Harry Bourne, là. Ah bon? Celui... J'ai un trou de... Non. Un film de Duvivier sublime. D'après... bon, j'ai un trou de mémoire. Ça va revenir. Mais c'est vrai que le cinéma français a eu du mal à incarner. Et là, tu cites un film qui est quand même un des grands films de l'histoire du cinéma français. Bon. Vas-y, j'aimerais que tu réagisses. C'est le moment que j'appréhendais, parce que je me rends compte de mes références culturelles différentes en vous écoutant parler. Je sais, en vous écoutant parler, et dire que vous aviez choisi votre frère pour jouer le rôle d'un juif, sachant qu'il ne l'était pas. Moi, dans ma tête, j'avais la référence à Rabbi Jacob Salomon. Vous êtes juif, point d'interrogation, qui est un autre grand moment du cinéma français. Absolument. Chacun ses références. J'y pense parce qu'on est très exactement, je crois, presque jour pour jour, 40 ans après la mort de Louis de Funès. Je voyais un reportage cette semaine, hier soir en fait, il y avait un reportage diffusé à la télé sur Louis de Funès où il expliquait que ce rôle de Rabbi Jacob, c'est le terme qu'il utilise, lui avait décrassé l'âme. Qu'en fait, il y avait quelque chose en lui. Il avait perçu à quel point tous les clichés qui sont véhiculés dans le film sur les juifs d'une France vaguement ou fortement antisémite selon les adaptations, selon les interprétations, en fait il l'avait très clairement perçu en lui et que ce rôle l'avait bouleversé à tout jamais, cette espèce de conscience d'altérité. Voilà. Avant de poursuivre cette conversation, je voudrais dire un petit mot, on en a beaucoup parlé avant d'arriver là, moi j'étais ravie d'être conviée aujourd'hui à dialoguer avec vous. En même temps, j'étais pas vraiment sûre même jusqu'à maintenant, pas sûre de ma légitimité, n'étant pas interprète de cinéma. J'ai eu la chance, comme vous d'ailleurs, de faire partie de jury de Deauville, il y a quelque temps, du jury du cinéma américain à Deauville. Et Bruno Bard vous envoie ses grandes amitiés. Voilà, qui a été pour moi une façon de m'immerger un peu plus dans ce monde et
de percevoir ce que je sais depuis très longtemps, à quel point nos univers, c'est-à-dire mon univers d'interprétation rabbinique et l'univers du cinéma, ont sans doute beaucoup à voir dans la mesure, et on en reparlera peut-être, où on évolue dans un monde, je pense, de conviction que les histoires et la fiction peuvent changer le monde ou agrandir le réel, quel que soit notre rapport au réel. Et ça me semblait important important de pouvoir avoir ce dialogue avec vous. Je me suis aussi souvenue de cette scène dans Rois et Reines où le personnage Mathieu Amalric dit à Catherine Deneuve de toute façon les femmes rabbins ça n'existe pas. Et je me suis dit qu'il fallait que je vienne aujourd'hui pour dire que c'est vrai, ça n'existe pas. Au moment où on parle de l'âme et de sa place, le féminin et l'âme. Et alors depuis que j'ai dit que je participais à cette rencontre, j'ai revu moi aussi des films, j'en ai parlé à des amis. Il y a effectivement plein de gens qui m'ont fait cette même remarque, cette même phrase un peu absurde, qui m'ont dit ouais, le cinéma de Desplechin, c'est un cinéma très juif. Et je trouve que cette phrase, elle est très drôle, parce que, en fait, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est intéressant, cette phrase, un cinéma juif, c'est quand on dit une musique juive, un humour juif, de l'art juif. Plein de gens emploient cette expression sans être foutus de la définir, parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un cinéma juif, ou de la même manière, j'irais plus loin, qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un juif, en réalité. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça ces dernières années, de finalement qu'on ne sait pas définir à quoi ça tient, une affaire de transmission, de résurgence, de gastronomie ou d'humour, j'en sais rien. Mais ce que moi je trouve très captant, on va dire, pour le judaïsme dans votre cinéma, c'est deux idées qui sont liées en fait à ta question. C'est d'abord le caractère, l'attachement à l'irrésolu du récit. En fait, il y a au cœur du judaïsme, pour moi, une idée très forte qui est une espèce d'anti-fable de La Fontaine, un espèce de récit permanent, sacré ou profane, qui suggère qu'il n'y a pas de résolution de l'histoire, que en fait ça doit rester sans morale, le contraire des fables de La Fontaine. Il faut qu'il y ait quelque chose qui à la fin rende l'interprète plus puissant que l'auteur, d'une manière très particulière, qui pour moi est une idée très centrale dans la théologie ou dans la pensée juive. Et puis l'autre idée pour moi forte et clé du judaïsme, c'est la puissance du spectral, ce dont tu parlais, c'est-à-dire la puissance des fantômes dans notre histoire, de la façon dont quelque chose est en revenance permanente, et ça revient en français. Des fantômes, on appelle ça des revenants, et de fait, c'est des présences qui ne nous quittent pas et qui reviennent en permanence et qui hantent, et qui peuvent être les livres d'une bibliothèque de Memmi et de Roth, comme des morts, des vrais, et il y en a beaucoup dans vos films, des morts et des revenances. Et donc voilà, en pensant à ces revenants et à ces fantômes, j'avais en tête un discours de Isaac Bashevis Singer, que vous connaissez peut-être, ce discours qui est très connu d'Isaac Bashevis Singer quand il reçoit le prix Nobel de littérature. Il explique pourquoi il écrit en yiddish, et il explique que s'il écrit encore en yiddish, au moment où il écrit en yiddish, c'est parce qu'il croit à la résurrection des morts, et qu'il se dit qu'il est persuadé qu'un jour, les millions de juifs assassinés qui parlaient yiddish vont revenir, et que la première chose qu'ils demanderont, c'est « Qu'est-ce qu'on a publié d'intéressant ?» Et moi, je me demande dans quelle mesure, si on croit à la résurrection des morts, ils vont pas revenir en disant « C'est quoi le dernier Desplechin ?» Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait, de cette obsession et de l'irrésolu dans ce que vous écrivez, et du spectral. Voilà. Je suis sûr que ça lui plaît, parce que quand tu regardes la structure de son œuvre, il y a effectivement les fantômes d'Ismaël, et pas que d'Ismaël, et puis il y a effectivement, tu reprends dans un film des personnages d'avant, le même, le frère, la sœur, les parents, etc., le jeune frère, etc. Donc ça revient, et tu les prends, tu les saisis à ta guise, quoi, dans des moments qui te conviennent du point de vue du récit. Il n'y a aucune espèce d'ordre. Et ça, il me semble que tu as mis le doigt sur effectivement la structure romanesque d'Arnaud, quoi. Ça me plaît de... Il y a peut-être un trait, je pense à un film de moi, comment je me suis disputé, il y a un trait qui me plaît, qui peut être
regarde le judaïsme ou les judéités, c'est le fait, j'aime bien filmer des interprètes, des gens qui sont des interprètes, et de filmer des créateurs. Esther Kahn, j'aime bien, c'est une actrice, c'est pas un auteur, c'est une actrice, elle interprète. Ça me plaît. Tous les philosophes, les profs de philo, dans Comment je me suis disputé, ils interprètent des textes, ils interprêtent des rêves, ils interprètent des discours et tout ça. Et du coup, ça sûrement, c'est une part de culture, mais livresque que j'ai eue. Mais je voudrais faire un détour. J'espère, je vais essayer, je vais foncer, je vais aller vite, parce que c'est autobiographique, donc je ne voudrais pas que ce soit trop long. Et pour terminer par une question, c'est-à-dire que pour moi, j'y ai pensé avant de venir ici. Je me suis dit, ça m'a été posé ce matin. Hein, la première question du public ce matin, c'est mais vous avez quoi avec les Juifs? Oui, donc j'appréhendais de venir ici, etc. Je me dis, on va me poser la question. Évidemment, c'est une question. Je n'en ai pas la capacité d'y répondre. Et pour moi, ce n'est pas une question. Pas du tout. Ça n'a jamais été une question. Comme avec mon père devant la règle du jeu, ça se vit sous le régime de l'évidence et pas de la question. Mais venir hommage et avec vous en répondre, ça me va. Donc je me suis dit, faisons le saut. Bon. Et réfléchissant, je me suis dit, c'est une question de nom. Vous disiez, on ne sait pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est un juif. C'est une question qui, moi, qui suis de formation catholique, me travaillait. C'est quoi un juif? Je ne sais pas ce que c'est un juif. Jésus, si. C'est pas très utile comme réponse. Bon, j'en avais pas l'utilité. Voilà. Et alors, il y a des noms. Il y en a pas, je vais en citer 3. Il y a un nom qui est Georges Lévy, qui est un type qui vient habiter chez le père de ma grand-mère, à Roubaix, donc, quand il a 12 ans. Donc il habite avec ma grand-mère et ses sœurs. Mon père ne le connaît que de récit. C'est une figure mystérieuse puisque la mère de mon père est morte quasiment à sa naissance. Donc il n'a pas connu sa mère. Donc c'est des récits des tantes, des sœurs de ma grand-mère. Donc il y a ce très jeune homme juif qui vient habiter dans une famille chrétienne pour y terminer ses études, etc. Et ça fait partie de la légende familiale. Ça, c'est une inscription, j'y pensais avec émotion dans la cour, à chaque fois qu'on rentre dans la cour ici, à la statue de Dreyfus, ça doit être des histoires dreyfusardes. Très certainement, il doit y avoir une partie de ma famille qui ne devait pas du tout être dreyfusarde, mais cette partie-là, il semble l'était. Je ne peux pas me l'expliquer autrement. Après, il y a un autre nom, c'est Freddy Lorny. Alors là, mon père, quand il raconte, ce que je lui ai dit que je venais ici, il m'a dit, il faut que tu parles de Freddy Lorny. Je dis, c'est qui Freddy Lorny? Alors Freddy Lorny, c'est le fils d'un pharmacien qui habitait à Compiègne, mais comme le père de ma grand-mère, il était copain avec les parents, il fallait qu'il termine ses études. Donc Freddy Lorny, qui était juif, était venu habiter avec ces 3 jeunes femmes qui trouvaient qu'il y a un beau jeune homme qui habitait, qui était Freddy Lorny, et il habitait avec elle, et il avait terminé ses études à Roubaix, voilà. Donc c'était... Freddy Lorny connaît son moment warolien, maintenant. Voilà, il connaît son moment, il a sa minute de célébrité. Et donc pour moi, c'était vécu sous l'angle un peu de l'évidence. Et après, mon père, le métier de mon père étant visiteur médical, il voyait beaucoup de médecins, et les médecins avec qui il avait sympathisé, les psychiatres qui venaient à la maison, il y avait beaucoup de juifs. Voilà. Ça faisait partie de la famille, il y avait toujours, on n'était pas que entre chrétiens, et du coup on pouvait respirer un peu, quoi. Ça faisait un monde plus habitable. Mais du coup ça faisait partie, je me suis jamais posé de questions. Et en fait il y a une stupeur qui était de l'ordre du coup de foudre amoureux. Et c'est le 3e nom. Parce que j'y réfléchissais, je me suis dit, juif, c'est pas une race, c'est pas un lieu, c'est pas un pays, c'est pas une langue, c'est pas une foi, c'est une religion, puisqu'on peut très bien être juif athée, y a pas ça. Donc c'est quoi? C'est un nom. C'est pas un mot, c'est un nom. Et là me vient à l'esprit, en pensant que j'allais venir vous voir, un nom. C'est difficile pour moi d'en parler sans émotion, donc je vais aller vite pour pas être ému, qui est Pierre Amzalag, qui était un jeune homme un peu plus jeune que moi. Nous avions 4 ans de différence d'âge, qui était casting, enfin qui était un peu scénariste, un peu casting, etc., qui a travaillé avec tout le monde, qui n'est plus, et qui m'a été présenté par Éric Rochant, qui m'a dit, il faut que tu viennes. J'étais à l'école de cinéma avec Éric Rochant, dont le père s'appelait Séni, dont la mère était juive également. Il m'avait dit, il faut que tu viennes, il faut que tu vois. Et nous, on connaissait pas. Moi, je connaissais pas parce que je connaissais que le monde ashkénaze. Donc pour moi, c'était pas vraiment juif. C'était comme à la maison, quoi. C'était comme à Roubaix, quoi. Des ashkénazes, ouais, des ashkénazes, quoi. Et j'arrive et je vois un type qui débarque de l'avion. C'est Pierre Amzalag, qui vient du Maroc. Et là, il était beau comme un dieu. Il était drôle à hurler de rire. Il avait une culture phénoménale. C'était un voyou.
Et là, c'est le coup de foudre. C'est le coup de foudre d'amitié absolue, quoi. Et il est devenu, alors qu'il était plus jeune que moi, en quelque sorte, mon professeur de cinéma. C'est lui qui m'a enseigné, parce qu'il y avait une perspective décalée par rapport à la France. Par exemple, c'est lui qui m'a appris, bon, Eastwood, il connaissait très très bien, mais c'est lui qui m'apprenait Romer, par exemple. Les films de Romer, je comprenais très bien la première période de Romer, je ne comprenais pas la deuxième. Il disait, mais si, regarde, c'est hyper drôle, tous ces Français qui disent des trucs bizarres sur l'écran, c'est hyper drôle. Alors je me rendais compte du potentiel comique, parce que lui, évidemment, il le regardait de l'autre côté de la Méditerranée. Et là, je trébuchais sur... Là, je voyais de l'altérité. C'est une culture qui n'était pas la mienne, et ce monde séfarade, je l'ai aimé aux côtés de Pierre follement. Alors, sa compagne, qui est devenue son épouse, qui était pieuse... moi, souvent, j'étais le vendredi, Pierre travaillait beaucoup, donc c'est moi qui allumais les lumières. Donc j'étais Chabès-Goy. Et j'étais déplacé. Et j'étais en minorité et déplacé. Ce déplacement m'allait très très bien. C'est une position que j'ai habitée très très aisément, quoi. Et donc c'était ça, ce truc où j'imagine que c'est connu depuis des millénaires. Je pense à Jean-Claude Milner, qui a dû écrire des livres savants dessus, etc. Mais c'est sur cette question du non-juif, plutôt que de l'identité juive, mais du fait que c'est un nom. Et c'est ça qui me frappait en venant ici. Vous voyez, là, mon savoir s'arrête, donc je vous laisse. Je vais essayer de relancer. Moi, ça m'inspire plein de trucs, hein, si tu veux. Ça m'inspire plein de trucs. Vas-y. Ouais, non, mais je pensais à la façon dont... on a tellement considéré souvent que le juif était l'autre, oui, en fait, oui. que... Ce que vous décrivez là est fascinant, c'est que vous avez fait l'expérience très jeune d'avoir été l'autre de l'autre. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de mise en abîme extraordinaire quand vous parlez de Pierre Hamzalak, qu'en fait, être le Chabès-Goy qui a fait rire les gens dans la salle, vous avez celui qui allume la lumière ou qui l'éteint, qui appuie sur le bouton de l'ascenseur quand il faut, etc., qui a un potentiel comique, et c'est vrai, et grotesque, si on peut le dire, dans cette fonction. En fait, c'est vraiment la quintessence d'être l'autre de l'autre. C'est-à-dire que tout à coup, la mêmeté en soi, qui est une sorte de synonyme, je pense, du mot goy pour les juifs, c'est-à-dire que le mot goy, quand on le débarrasse de tout ce qui charrie, c'est l'idée qu'il y a chez le goy du même, alors qu'il y a chez le juif une conscience d'altérité extrêmement forte. Mais en fait... vous avez d'une certaine manière complètement renversé ça. En vous écoutant parler d'épisodes de votre enfance et du nom, moi je me suis souvenue d'avoir vécu une espèce de situation miroir. Moi j'ai grandi dans un petit village où j'étais la seule juive. Et très souvent je savais, d'ailleurs dans la cour de récréation on me pointait du doigt, j'ai eu conscience très jeune que j'étais cet autre truc que les gens regardaient sans savoir ce que c'était exactement que le mot juif. Et j'essayais de comprendre à quoi consistait mon altérité, dont je voulais pas vraiment, parce que moi j'aspirais comme tous les enfants à être quand même comme les autres. Et j'ai souvenir d'un jour où il y a tout un groupe d'enfants qui m'a coincée dans la cour de récréation et qui m'a dit « Nous on fait comme ça. Et toi tu fais quoi ?» Et ils voulaient savoir quel était mon signe à moi d'équipe. Et je vous jure que c'est vrai, mais ça reste entre nous, ne le répétez à personne. J'ai dit que moi je faisais... Et j'ai fait une étoile de David. Parce qu'il fallait que j'ai un truc. J'avais rien à vendre. J'avais pas quelque chose de... Et donc je pense que c'est troublant comme... en vous écoutant parler, enfin, je pensais à ce à quoi j'ai pu réfléchir ces dernières années sur la raison d'être de l'antisémitisme. Vous savez, dans l'antisémitisme, il y a un discours constant dans la haine du juif qui veut qu'on lui reproche d'être à la fois pas comme nous et comme nous. Ce qui est troublant dans l'antisémitisme par rapport à un racisme classique, c'est qu'on reproche aux juifs d'être à la fois différents, c'est-à-dire qu'on leur reproche de se marier entre eux, de rire entre eux, de s'habiller d'une certaine manière, de manger d'une certaine manière, pas comme nous. Mais simultanément, dans le discours antisémite, il y a très souvent une rhétorique de reproche de proximité. C'est-à-dire qu'on dit « ouais, si ça se trouve, mon voisin, il est juif, et je le sais même pas. Peut-être que le Premier ministre l'est, et on nous l'a pas dit. On nous cache tout, on nous dit rien. » Et en fait, on reproche aux juifs de pas être comme les autres, mais d'être étonnamment comme nous. Et c'est problématique dans les deux cas. Et je pense que, en fait, le discours antisémite, c'est souvent un discours qui veut mettre l'altérité à distance, c'est-à-dire qu'il veut considérer que lui, il est le même, intègre et colmaté,
et que le juif, lui, est l'élément cassé, brisé, polluant, complexifiant, voilà, d'une certaine manière, et qu'il faut le garder hors de soi. Et en fait, je pense que, d'une certaine manière, ce que vous proposez, moi, la perception que j'ai de ce que vous proposez souvent dans la création, c'est d'accepter la cassure, en fait, qui en général a été souvent mise du côté du judaïsme, et pour plein de raisons, parce que les juifs, ils sont très friands du cassé, y compris d'un point de vue théologique, on pourrait en parler, le temple est cassé, les tables de la loi sont cassées, quand un enfant naît, on coupe un petit truc. En fait, on passe son temps à mettre en scène dans le judaïsme la brisure, l'incomplétude, le pas tout à fait, l'irrésolu, dont je parlais tout à l'heure. Et j'ai l'impression que, d'une certaine manière, vous êtes à l'aise dans votre création avec ça, peut-être lié à votre histoire, et que, d'une certaine manière, c'est presque comme une certaine immunité, peut-être je me trompe, une certaine immunité contre cette haine qui traverse tellement l'histoire et dont on n'arrive pas à se débarrasser. Très certainement, ça me protège. Le fait je suis goy, ça me protège qu'il y ait des juifs au monde. J'ai ce sentiment-là, ça me protège qu'il y ait de la singularité. Je me sens pas fait. Je fais partie, mes parents sont nés en France, donc je fais partie d'une population plutôt majoritaire, de tradition chrétienne. Je ne me sens pas vraiment faire partie d'une... Donc, qu'il y ait de la singularité, je sais que ça me protège, moi, Arnaud. C'est pas par identification, c'est que ça dissemble, et que ça dissemble dans les films aussi, que les personnages... C'était touchant, j'étais ému de montrer ici Tromperie, parce que ça parle c'est un film, l'intrigue se passe avant la chute du mur, donc entre l'Est et l'Ouest, ça ne marche pas. Ça parle de l'amour entre une chixe et un juif, ça ne marche pas. Ça parle des rapports entre les hommes et les femmes, ça ne cesse de ne pas marcher, et c'est formidable. Il n'y a rien de plus intéressant que ça, et bien sûr que ça ne marche pas. Entre les garçons, ça ne marche pas non plus, hein, et entre les filles non plus, hein, ça ne marche pour personne. Et tout ça, c'est des nouvelles très heureuses, c'est des très bonnes nouvelles. Et je pensais que le thème, en venant ce matin, je pensais que le thème de Tromperie était très certainement proche du thème de Jimmy P. C'était de l'amitié impossible et absolument nécessaire entre une goye ou un goy et un juif. Et que cette amitié, cette nécessité d'une amitié, d'un lien, d'un dialogue, et cette impossibilité, et que ce soit les deux choses en même temps, c'était la nouvelle heureuse à l'intérieur de laquelle moi j'habite quand je fabrique des films, quoi. Je voudrais revenir sur Roi et Reine, parce qu'on l'a évoqué. Il y a un moment, tu as parlé de cette réplique, il n'y a pas de femme rabbin, mais moi, c'est une autre réplique qui m'a extrêmement marqué, et j'ai revu le film, c'est quand la mère du personnage de Amalric, Catherine Deneuve, bon, on a compris qu'il est son fils mal aimé, et elle lui dit « Tu es mon petit juif ». Voilà. C'est très amusant, mais enfin, c'est quand même on le prend en pleine figure, quoi. Et donc, d'abord, alors moi, qui est une mère juive qui m'a aimé, je me dis d'abord, est-ce que c'est possible d'être le petit juif d'une mère qui ne vous aime pas? Moi, je me dis, mais c'est pas possible. Et c'est là qu'il n'est pas juif, Arnaud. C'est qu'une mère aime toujours son fils, quoi. C'est une loi absolue. Pas chez les chrétiens, pas chez les chrétiens. Quoi? Pas chez les chrétiens. Non, mais c'est quand même... je vais dire une chose, on est entre nous, là. Si tu veux, ce qui me semble intéressant, compliqué, âpre à appréhender avec toi dans tes films, c'est que il faut qu'il y ait... Je sais pas comment dire, il faut qu'il y ait de la détestation pour qu'il y ait de l'amour, quoi. Or là, en plus, Catherine Deneuve, pour moi, c'est l'actrice la plus prestigieuse au monde, quoi. Et elle dit ça. Et le fils lui dit, mais ça te permet de cacher tes sentiments antisémites. Donc ça va loin, quand même. Et j'ai pas la clé, quoi. Je veux dire, comment une mère peut dire, tu es mon petit juif, et elle dit à Emmanuel DeVos, je vous aime bien parce que vous emmenez avec vous celui que j'aime le moins.
Nous, on n'a pas ce problème, quoi. Je sais pas comment. On a une chance inouïe chez les Juifs. On n'est pas nombreux, on est plutôt minoritaire, on se fait emmerder par tout le monde, mais on n'a pas ce problème. Pierre Amzalak, c'est peut-être un côté de la Méditerranée et l'autre côté de la Méditerranée aussi qui vient jouer. Il y a des cultures du Sud et des cultures du Nord qui sont. Mais non, oui, il y a cette guerre il y a un personnage comme ça, Paul Dédalus, que j'avais inventé et que j'ai retrouvé 2 fois. Ça venait de... Alors évidemment, on me dira, qu'est-ce que tu as encore avec les Juifs? Donc à chaque fois, je vais me faire piéger. Je l'avais appelé Paul Dédalus comme dans Joyce. Alors, on me dit, parce que dans Joyce, le type a Stéphane Dédalus a des rapports épouvantables avec sa mère, puisque sa mère le maudissait en mourant et que lui n'a pas été à l'enterrement de sa mère. Donc ça m'intéressait de fabriquer un héros, alors que d'habitude le héros, il est aimé par sa mère, ou sa mère est disparue, mais la tante aimée, etc. Ça m'intéressait de fabriquer un héros qui a des rapports pourris avec sa mère. Ça m'intéressait. Ça m'intéressait de le lester de ça. Alors du coup, mais c'est pas univoque. C'est pas univoque, c'est-à-dire que le personnage s'appelait Dédalus. Alors pour ceux qui savent que James Joyce a écrit un livre qui s'appelle Ulysse, ils peuvent dire « Ah tiens, c'est comme Stéphane Dédalus ». Pour ceux, par exemple, qui ont lu Astérix et Obélix, ils peuvent se dire « Dédalus, c'est genre romain ». Donc c'est un non-juif, c'est un goy, quoi. C'est l'église, vous voyez, Dédalus, vous voyez, comme tous les personnages de Romain dans Astérix et Obélix. Et voilà. Paul, comme celui qui se fait aveugler par la lumière dans les évangiles. Mais aussi, s'il y en a un qui n'a pas lu Astérix et Obélix, mais qui a un peu le sens de l'étymologie, il peut se dire ce type Dédalus, ça fait un peu penser à Dédale, il est un peu perdu. Mais donc, c'est qu'il n'y a pas une signification, il n'y a pas une clé. C'est que c'est ouvrir à la signification, c'est d'ouvrir à une profusion de signification. Et la profusion de signification, c'est un dialogue avec les spectateurs. Et alors. J'entends. Oui, c'est l'irrésolu, voilà, c'est l'ouvert à l'interprétation qui fait que celui qui écoute ou qui regarde est plus fort. Moi, j'en ai la conviction que celui qui écrit ou qui réalise, même qu'il y a quelque chose qui dans l'interprétation, même de l'acteur, qui est plus fort que ce qu'on a voulu dire ou écrire au départ. Moi, j'en fais tout le temps l'expérience dans ma petite mesure comme enseignante, comme rabbin, quand je donne des cours. Souvent, je croise des gens après qui viennent à mon séminaire et ils me disent grâce à vous, j'ai compris ta. Et souvent, je me dis, mais je dis aux gens, j'ai pas pu vous l'apprendre parce que je le sais pas moi-même. Mais en fait, l'important, c'est pas ce que vous avez dit, c'est comment ce que vous avez fait ou dit tout va entrer à un moment donné en résonance avec leur univers et faire qu'ils ont compris quelque chose ou appris quelque chose qui est beaucoup plus grand que ce que vous avez voulu vous écrire. Et je pense que c'est pareil pour la Bible. On ne connaît pas l'intention de l'auteur, mais je pense que ce qu'on en a lu a quelque chose d'infini par rapport à ce qui semble être écrit. Je repensais à l'histoire de la mère juive et du petit juif. Parce que c'est extraordinaire cette expression. Bon, heureusement, peu de gens l'utilisent encore aujourd'hui, le coup du petit juif. Moi, j'ai grandi avec dans les campagnes où j'ai grandi, on utilisait beaucoup le coup du petit juif, qui en fait, qu'est-ce que ça veut dire le coup du petit juif? C'est le truc soudain, traître, lâche. Ça vous prend tout à coup et ça vous lance alors que vous y attendiez pas du tout. En fait, ça met en avant cette idée du juif comme le traître. En fait, c'est l'idée de la traîtrise juive, mais qui vous lance jusque dans le petit doigt. Et c'est intéressant parce qu'en yiddish, le pouce, le gros doigt, s'appelle le goy. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a cette idée que la puissance, la force, c'est pas de chez nous. En fait, que nous, on est plutôt ce truc un peu fragile du petit doigt. Alors je sais pas si toutes les mères juives aiment leurs enfants. C'est peut-être beaucoup plus compliqué. Leur fils, oui. Ouais. Je veux bouche-toi les oreilles. Alors, en fait, c'est, disons, peut-être beaucoup plus compliqué dans la culture juive de dire qu'on aime moins ses enfants. Il y a quelque chose de très compliqué parce qu'on est rattrapé par la culpabilité de la menace qui pèse sur la nouvelle génération. D'ailleurs, c'est paradoxal parce que la Genèse commence par un épisode incroyable. Adam est placé au jardin d'Éden et il reçoit cette injonction: tu quitteras ton père et ta mère. Ce qui inversait
il y a cette idée de quitter ses parents dans la jeunesse très très tôt. Et en fait, c'est adressé au départ à Adam, qui n'a ni père ni mère. Donc c'est totalement paradoxal. On dit au seul type qui ne peut pas le faire, qui doit faire un truc qu'il ne pourra pas faire. Et voilà, se pose la question de quel impact ça a eu sur l'histoire juive, parce que de fait, la mère juive, qui n'a pas besoin d'être mère, ni femme, ni juive pour être une mère juive, c'est toujours... Moi, c'est celle que j'appelle l'antitéphale, c'est-à-dire c'est celle qui adhère en toutes circonstances. C'est la mère juive, elle vous empêche de partir. Elle considère que si elle a froid, c'est vous qui devez mettre un pull. Vous avez en fait, c'est intéressant, c'est une incapacité à créer de la distance avec la génération suivante, même pour leur bien. Et en fait, c'est une autre forme de revenance. C'est une autre forme d'antise. Je vous écoute l'un l'autre et je me dis, vous voyez, je suis vraiment un cinéaste catholique, quoi. Vous voyez mes personnages de mère. Vous voyez, je pensais, si Sophie Andrieux est là, j'oubliais un livre dont j'aurais l'usage dans la loge, dans le sac. Ça, c'est très juif d'aller chercher un livre dans la loge. Je peux te poser une question? Parce que c'est une hypothèse que parmi d'autres que j'avais me m'était autorisée. C'est en quoi la présence juive dans ton œuvre est-elle propice à l'idée de transfert et à l'idée de la psychanalyse? Et je pense que ton œuvre est traversée par la psychanalyse, par l'idée de la psychanalyse, mais pas littéralement, pas théoriquement, ou pas de manière totalement scénaristique et surtout vécue par tes personnages. Et en quoi l'être juif est-il un passage permettant ce transfert? Voilà. Ben pour moi, c'est... Merci, hein. Je suis vraiment confus. Mais je suis confus. Et pour moi, c'est une lecture qui... Merci. Il y a une lecture qui m'a frappé. Avant, moi, j'ai une éducation religieuse à Roubaix, d'un truc qu'on connaît pas si bien que ça dans le catholicisme, surtout aujourd'hui, qui sont vraiment les chrétiens de gauche, c'est-à-dire la même formation que Bazin, quoi. Les syndicats, le Parti communiste, etc. Ce genre de catholique-là. J'étais élevé de manière... J'ai fait tout, le catéchisme, etc. Et j'en suis sorti assez ignorant de la religion qui est la mienne, et mais alors totalement ignorant de ce que ça pouvait être ces gens qui étaient à la maison, avec qui on mangeait tous les week-ends, etc. Je ne savais pas du tout ce que c'était la nature du judaïsme. Et j'ai lu assez jeune, pour des raisons qui étaient... Je vais pas dire... J'arrive pas... J'ai fait qu'une école de cinéma. J'ai pas fait d'études supérieures comme mes frères et sœurs, etc. Je me disais quand même, je voyais bien dans les revues, je me disais, il faudrait que je lise Heidegger, mais ça va être trop calé. Puis le type a quand même un passé douteux. Donc... il y a un type qui était un de ses élèves mais qui s'est fâché avec lui, c'est Lévinas. Donc je vais acheter ses livres. Et puis alors, bon, les livres, j'arrivais, n'ayant pas la foi, j'avais du mal à rentrer dedans. Et je suis tombé sur les lectures talmudiques. Et là, il y avait un pan de culture que j'ignorais totalement. Et je suis devenu... Alors du coup, je me suis acheté tous ceux, vous savez, dans la collection de Minuit, Au-delà du verset, à l'heure des nations, etc. Tous les lectures talmudiques de Lévinas. Et là, comment est-ce qu'on fait pour déplier un texte ? Comment est-ce qu'on fait pour prendre un texte et on le déplie et on commence à le faire chanter, on commence à le faire vivre, etc. Et ça, pour moi, c'était une conception... Je l'ai lu assez jeune, j'ai commencé à lire assez jeune, j'ai toujours pas terminé, je suis toujours en train de le lire. Et c'était très important pour moi. Je réponds hein, sur la psychanalyse, pareillement, sur un régime différent. Et il me semblait qu'il y avait un trait commun entre l'analyse et le cinéma. C'est que dans la vie, peut-être parce que je suis dépressif de tempérament, je suis obsessionnel dépressif, voilà, c'est comme ça. Et donc j'ai l'impression que ma vie est morne.
Et quand vous arrivez si vous arrivez d'avoir une séance d'analyse, vous dites j'ai rien à dire, j'ai une vie morne, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu, j'ai un peu travaillé, mal, pas assez, et puis c'est tout. Et je ne me suis pas disputé avec ma petite amie. Voilà. Il n'y aura pas de séance. Et tout d'un coup, il y a la signification qui apparaît. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu, mais qui m'a foudroyé de vérité quand j'ai vu des films des Frères Lumière, par exemple, mais bien d'autres films, des films Die Hard. Enfin, je pense à ça parce que je suis en train de travailler sur des trucs sur Die Hard. Bon, que ce soit des films d'action, des films primitifs, des films ça, c'est que vous enregistrez de la réalité, vous la projetez et ça signifie. C'est-à-dire, tout d'un coup, vous dites, mais c'est passionnant. Vous filmez, je pense, ici, à cause de l'exposition Proust, vous filmez le petit plan des Frères Lumière aux Champs-Élysées, vous projetez le plan, et vous voyez quand il court et qu'il va pour avoir la fille de Swann, etc., vous le voyez, tout d'un coup, ça signifie. Voilà. Le quotidien devient passionnant parce qu'il est projeté. L'analyse, elle permet de voir qu'il n'y a pas de moment terne dans le truc, c'est qu'on peut déplier, les significations se déplient à partir du moment où elles sont en séance, ou à partir du moment où elles sont filmées puis projetées. Et je trouve qu'il y a un trait commun avec ce que moi, le peu que j'ai pu en comprendre, mais c'est de Lévinas, qui est de prendre le texte et de le faire chanter. Et du coup, j'ai trouvé qu'entre ces trois sciences, la science talmudique, l'art cinématographique et l'art psychanalytique, il y avait quelque chose en commun. C'est comme ça que je répondrai. Oui, c'est la puissance de l'interprétation comme un pouvoir encore dire, aussi la projection de l'interprétation dont on parlait avant comme une puissance de dire, comme si le texte ou même le réel, quelle que soit la façon dont on le traduit, était enceint, prégnant de quelque chose qui restait à être dit, à être lu, à être interprété. Moi, je pense toujours il y a un midrash, une légende rabbinique que j'adore sur la révélation au Mont Sinaï, qui dit que quand la Torah a été donnée aux Hébreux au Mont Sinaï, Dieu a demandé d'abord aux femmes enceintes de monter en haut de la montagne. Et il se serait adressé aux femmes enceintes, ou plus exactement au moment où Dieu aurait pris la parole pour révéler les 10 commandements. Les ventres des femmes seraient devenus transparents. Et Dieu se serait adressé aux fœtus à l'intérieur du ventre de leur mère. On est retombé sur l'histoire des mères juives. Mais en fait, ce midrash totalement dingue, pratiquement de 4e dimension, suggère que le texte, quel qu'il soit, ne s'adresse pas à nous, mais il s'adresse à travers nos ventres transparents aux générations à venir, ou pour le dire autrement, en fait, il s'adresse à ce qu'on pourrait encore y lire, ce qu'on pourrait encore comprendre, c'est-à-dire un peut-être, un pas encore entendu, un pas encore dit, qui est très proche, en fait, je trouve, de l'expérience analytique ou psychanalytique, cette idée que il restera à dire ou à interpréter autrement. Autre question, hypothèse qui structure un peu. Parce que Roubaix est très présent dans tes films, voire dans certains titres de tes films, et je me suis demandé si tu n'es, toi et ton amour de Philippe Roth, est-ce que Roubaix fonctionne dans ton œuvre comme dans certains de ses romans? New York fonctionne comme un retour aux sources, à l'enfance, à ce qui a structuré ta vie, ton personnage, même si tu es parti et tu as fait l'école de cinéma et maintenant tu es parisien et un des meilleurs cinéastes français en activité, mais ce retour, ce besoin de revenir à Newark, y compris pour régler des comptes, n'est pas une sorte d'hommage à Roth, quoi. Totalement. J'ai lu Roth assez tard. J'en parlais ce matin. Je suis désolé pour ceux devant qui je vais me répéter. Deuxième prise, là. C'est deuxième prise, oui, je suis désolé. Et j'étais un lycéen médiocre mais snob, et donc je lisais pas les best-sellers. Et donc j'ai lu Roth assez tard, c'est-à-dire je devais avoir 23 ou 24 ans, ou quelque chose comme ça. Donc juste après que je sorte de l'école de cinéma. Et j'étais un jeune homme trop sérieux, et Roth m'a appris à rire. Et il m'a appris à apporter le scandale, de faire quelque chose qui apporte le scandale. Et j'ai commencé à lire les romans d'avant, Portnoy,
Ça, j'ai quand même été gentil, etc. Donc, qui ne se passe pas à Newark, mais après, toute la suite de l'œuvre à partir de Portnoy, où toujours à un moment ou à un autre, il y a un passage par Newark. Il y a une scène, quelque chose, ça se passe à Newark. Et c'était un moment, moi j'étais sorti de l'école de cinéma très malheureux, très heureux d'avoir rencontré, je parlais d'Éric Rochant, des liens d'amitié qui m'ont nourri, je pense à Pascal Ferrand, voilà, Pierre Trévitic, des gens qui m'ont, Pierre Hanaud, des gens qui m'ont vraiment éclairé et qui m'ont beaucoup appris. Et pour autant, j'étais très mécontent de moi parce que je sentais bien que je n'étais pas entré dans ce que j'appelle encore la question du cinéma. Je n'étais pas entré dedans. Et j'avais pas de voix. VOX, mes films n'étaient pas bons à l'école et c'était pas des films de moi. Et vous savez, c'est vachement difficile de dire réalisateur. Vous voyez, en Angleterre, tout le monde veut avoir un groupe de rock et en France, tout le monde veut être réalisatrice ou réalisateur. Voilà, c'est un classique. Et vous pouvez mettre une caméra, vous dites moteur, action, couper. Ça ne fait pas de vous du tout un réalisateur. À la fin, vous tournez le plan qui est le plan du producteur, qui est le plan de l'année, que tout le monde a fait dans la même année, qui est le plan que le système vous demande, qui n'est toujours pas une voix personnelle. Et quand j'ai entendu le scandale de Roth clamer si fort, comme ça, je me suis dit, mais cet accent que j'avais quand je suis arrivé à Paris, que j'ai effacé, évidemment, parce que Rochon ou Ferrand, ils étaient morts de rire quand je parlais, parce que je parlais encore avec l'accent. Quand je suis sous, je sais même parler anglais avec l'accent de Roubaix. Oui, donc je sais faire ça. Il faut que je sois vraiment alcoolisé pour y arriver. Et donc j'avais effacé cet accent, et qui n'est pas dans mes films, très peu, qui est un peu dans Roubaix une lumière avec les personnages secondaires. Je ne voulais pas demander aux acteurs de prendre des faux accents, ça m'aurait semblé déplacé. Et je me suis dit, et du coup, là, évidemment, je l'ai tourné là-bas. Je me suis dit, à un moment, peu à peu, tout. Le plus drôle, c'était sur Esther Kahn. J'avais fait le film qui avait été très compliqué à mettre en place, parce que c'était un film d'époque, etc. Et j'étais revenu, il y avait un de mes cousins, peintre, Stéphane Le Russe, qui avait regardé le film, qui dit oui, c'est très bien, mais enfin, tout cet argent pour aller tourner à Roubaix, je vois pas pourquoi. Vous voyez, parce qu'il n'y avait que les murs de briques. Vous voyez, c'était obsédé par ce truc-là. Et donc, c'est vrai que l'envie d'ancrer tous les films à un moment, d'avoir un passage obligé, d'un coup, ça me faisait descendre de mon piédestal, d'aspirant réalisateur, et de dire maintenant, tu viens de là, juste tu viens de là, c'est tout. Donc raconte avec ce que tu as sous la main. Et de faire un passage à un moment ou un autre par Roubaix, ça me semblait, c'est vraiment pas un hommage, c'est l'usage que j'ai eu de Philippe Roth, très certainement. Est-ce qu'on peut citer un nom qui est important quand même? C'est Claude Lanzmann. On a, toi et moi, on a eu, chacun à sa manière, mais une histoire d'amitié très forte avec Claude. Et j'ai été frappé, moi, de voir à quel point il comptait pour toi, à la fois comme figure, comme cinéaste, comme penseur, et aussi comme personne, quoi. C'était pas simplement théorique, ou c'était pas une admiration purement liée à l'écran, à Shoah et à tous ces autres films, mais c'était aussi une présence. Il t'a palpé autant qu'il m'a palpé, quoi. Et tu lui rends hommage souvent, mais il est présent dans Les Fantômes d'Ismaël sous l'apparition d'un acteur que j'aime beaucoup, Laszlo Szabo, un type que j'aime beaucoup, que j'ai bien aimé, que je n'ai pas vu, je crois qu'il vit en Amérique. Et je trouve que là aussi, Claude Lanzmann permet à la fois l'admiration et permet aussi le goût du scandale, quoi. Il y a les deux ensemble, quoi. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en dirais aujourd'hui, maintenant qu'il n'est plus là? C'est que j'ai eu une chance inouïe. En même temps, de le connaître un peu, qu'il me fasse, comme il te l'a fait, le don de son amitié. C'est un homme très généreux, très brutal, très scandaleux. Et j'ai une chance incroyable de pouvoir vivre des moments à côté de lui. Il y en a 1000 hein, qui sont comme des leçons à la Lévinas. Je pense à... Oui, celle-là, je vais vous la raconter. Mais, je vais vous la raconter tout de suite, mais... Non, parce que j'aurais bien aimé faire des détours avant. Mais je ne vais pas faire de détours. Voilà, après avoir vu Les Quatre Sœurs, que je tiens pour un de ses chefs-d'œuvre absolus, je les avais vus en salle, grâce à une amie qui est là dans la salle, Laura Koppel. Donc je les avais vus projetés, et pas sur la télévision, puisque c'est un film qui est sorti d'abord en même temps à la télévision et au cinéma. Et moi, je les ai vus sur écran. J'étais frappé. Donc au fur et à mesure que je voyais les films, je lui envoyais des lettres, en lui décrivant ce que j'avais vu. Donc il était très touché, j'ai des lettres que je lui envoyais, etc. Puis il me téléphonait, il était sourd comme un pot.
Et il me disait, il faut absolument qu'on se voie, il faut qu'on dîne, il faut que tu me parles, etc. Finalement, je vois les 4 films, donc on a rendez-vous, on va manger dans une brasserie, et on va manger à une choucroute à la Bastille, chez Beaufinger. Voilà. On arrive, j'avais fait réserver une table dans un coin calme pour qu'on puisse se parler. Claude arrive, il ne fait pas du tout, on va au milieu. Là où il y a beaucoup de monde, c'est un homme qui est très spectaculaire, et comme ça. Et... je raconte pas ça sur le côté, il n'y a aucune moquerie, c'est une leçon que je prends ce soir-là. Et je me penche vers lui, et c'est un film qui me touche tous les films de Claude me touchent, mais celui-là me touche à un endroit singulier, peut-être parce que c'est 4 personnages féminins, que du coup ça me bouleverse, que je pense à Tchekhov, que je pense à 1000 choses, et ça me bouleverse. Et je lui dis, ce film est venu, je lui chuchote dans l'oreille en m'approchant de son oreille, je ne sais plus s'il a mis son appareil ou non, il dit, ce film parle en secret dans mon cœur. Il me dit, qu'est-ce que tu dis? Et je dis, ce film parle en secret, et peu à peu, je parlais de plus en plus fort, et toute la brasserie s'arrête de parler en se retournant vers ce vieil homme et moi. Je dis, il faut que je te dise une chose très intime. Et du coup, il y avait tout le monde qui disait, il va dire un truc intime, etc. Et en fait, dans cette anecdote, j'apprenais quelque chose où il me mettait au pied du mur. C'est hurle, quand tu as quelque chose d'intime à dire, hurle-le dans une brasserie. Ne le dis surtout pas en secret, évidemment. Donc c'était une leçon. Sa surdité n'était pas du tout un handicap, elle était une force, comme ça. Et ça, des choses comme ça, j'en ai appris 1000 avec lui. 1000 avec lui. Je suis certainement, je ne veux pas minorer son œuvre, je suis un enfant de son œuvre. J'avais le bon âge. Voilà, j'avais le bon âge. J'avais le bon âge pour voir 2 films, et j'étais au rendez-vous de ces 2 films. C'était Shoah et Fanny Alexandre. Voilà. J'étais dans la salle et j'ai su faire avec ces films. J'ai su fabriquer des trucs avec ces films. Shoah, ça m'a pris du temps avant de savoir fabriquer des trucs avec le film, parce que ça m'a pris du temps, ça m'en prend encore. C'est vraiment c'est une montagne. C'est un film que je n'ai pas vu avec facilité la première fois. Il y avait des passages que je ne comprenais pas, sur lesquels je trébuche encore. Pour ceux d'entre vous qui ont vu Shoah. Parce que, si vous voulez, c'est toujours difficile. J'aime pas quand on laisse les œuvres d'art en leur enlevant leur arête, celle où on se cogne. Moi, j'ai pas la même interprétation que Delphine du Petit Juif. Je trouve ça super qu'il y a un endroit où ça fasse mal, où ça coince. Vous voyez, c'est l'endroit où ça m'intéresse. C'est là où j'ai envie d'aller, de filmer. C'est là où ça fait mal. C'est bien sûr que c'est l'endroit qui me passionne. Donc c'est pour pas enlever les arêtes au chef-d'œuvre et pour rendre au chef-d'œuvre en quoi ils ont pu nous choquer, nous scandaliser, etc. Vous voyez, par exemple, vous avez tout le final de la 4e partie de Shoah sur le ghetto de Varsovie, etc., qui est magnifique, qui est filmé, Laura c'est mieux que moi, qui est filmé en Israël, voilà. Et la conférence de Wannsee, vous avez un plan avec un petit zoom, et la scène fait 15 secondes. Vous regardez un film de 9 heures sur la destruction des Juifs d'Europe, et la conférence de Wannsee, c'est 15 secondes avec un zoom. Et vous dites, mais pourquoi tu parles de ci et pas de ça, etc. C'est un film qui n'est pas facile à attraper. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce qu'il a construit comme œuvre de pensée, etc. Moi, je suis un enfant de ce cinéma-là aussi, voilà, parce que j'étais à ce rendez-vous-là. Après, j'ai eu de la chance, et ça n'a pas été de la chance, parce que j'admirais tellement l'artiste que j'ai voulu le rencontrer. J'ai voulu être de son côté à lui. J'ai vu après, je n'avais pas encore vu Pourquoi Israël, que j'ai vu plus tard. Et d'un certain côté, si je me le raconte comme ça aujourd'hui, mais c'est vraiment un point pour cinéphile, c'est que, et tu le sais mieux qu'aucun autre, Shoah a été appelé, un film comme Shoah a été appelé nécessaire depuis 15 ans, et principalement dans une revue qui était Les Cahiers du cinéma, où Godard disait, un jour, quand on saura filmer le processus d'extermination, le monde ira mieux. On n'a toujours pas su le filmer. René y a touché, mais le travail n'est pas fini. Et Godard développait des paradoxes en disant qu'il faut filmer les côtés du bourreau et pas du côté des victimes, etc. Machin. Des fois, il faisait des choses un peu borderline que moi j'aimais moyennement en lisant les cahiers. Mais enfin, c'était Godard, c'était un grand artiste. Et tout d'un coup, sorti du bois, comme dans l'histoire du cinéma français, c'est-à-dire un écrivain, je pense à Cocteau, à Guitry, à Pagnol, à tous les grands écrivains qui sont devenus des grands cinéastes. Voilà un écrivain, Lanzmann, qui fait un film, et il trouve. Ce que Godard cherchait, il le trouve. À ce moment-là, il y a une polémique entre Lanzmann et Godard. Godard, figure protestante venant de Suisse, etc. Lanzmann... sans aucune religion et profondément juif, et je choisis le camp de Lanzmann. Voilà. J'ai vu les films des deux, et je me dis, ben voilà, je trahis ma famille, la famille d'où je viens, et je veux cette famille-là, je la veux.
Et donc j'écris à Lanzmann et je lui dis faites gaffe, puisqu'il devait y avoir le débat avec Bernard-Henri Lévy entre Godard et Lanzmann, etc. Et je dis vous allez vous faire piéger parce que regardez les règles du jeu, etc. Et on commence à se rencontrer. Et puis après 20 ans après, je lui hurlais dans l'oreille que mon intimité, voilà. Et toi, Delphine, je te pose une question un peu indiscrète, mais Lanzmann et toi, vous avez eu une... J'ai le sentiment que je marche sur des... Ouais. J'ai l'impression que non. Mais peut-être que je me trompe. Non, tu te trompes pas. J'écoutais, je me disais que c'était fascinant ce que vous disiez sur la chance d'avoir un rendez-vous avec un auteur, d'être de la bonne génération, quelqu'un arrive au bon moment. Voilà. Moi, j'avoue que j'ai pas eu ça, même si bien évidemment, on reconnaît comme tout le monde ce qu'a été l'avant et l'après Shoah pour nous tous. Mais j'ai pas eu ce rendez-vous avec lui. J'ai pas pu lui dire qu'il comptait intimement. Mais je trouvais extraordinaire que les deux figures tutélaires dont vous nous avez parlé, d'une certaine manière, littérairement et cinématographiquement, soient Roth et Lanzmann, parce que je pensais à la question de la représentation, la possibilité de représenter et la place de la fiction. Souvent, Lanzmann mettait en avant qu'on ne pouvait pas représenter la Shoah, ça donnait lieu à bien des clashs avec beaucoup de gens sur la question de la fiction et de l'impossible fiction face à l'extermination des Juifs. Et face à ça, il y a un Roth qui, certes, n'écrivait pas sur le même sujet, mais qui quand même mettait tellement souvent en avant le fait que la fiction était supérieure au réel, qu'en fait il y avait quelque chose que seule la fiction permettait de faire, et qu'un monde sans fiction était un monde proto-fasciste d'une certaine manière. Il y avait quelque chose... Moi, mon rendez-vous à moi, qui n'a pas eu lieu avec... Mon rendez-vous, et j'ai écrit là-dessus récemment, mon rendez-vous à moi, c'était un rendez-vous avec Romain Gary, que d'ailleurs j'ai pas eu non plus, mais que j'ai eu à travers ses livres. Et quand je pense à votre passion pour Philip Roth, que je partage grandement, et la mienne pour Gary, je me rends compte que c'est des auteurs qui ont beaucoup de choses en commun, en fait, justement sur leur rapport à la fiction, un monde qu'ils perçoivent comme étant dangereux sans fiction et sans capacité à projeter, dont vous parliez tout à l'heure, et puis le rapport très particulier, qui est aussi le vôtre dans pas mal de films, la question du pseudo et du pseudonyme. Et de l'autre qui porte un autre nom. Vous savez que Gary écrit sous plein de pseudos, et notamment Ajar, mais Philip Roth écrit une partie de ses livres sous ce nom du personnage de Nathan Zuckerman. Donc cet autre, qui est lui mais qui n'est pas lui, moi mon livre préféré de Roth, c'est l'opération Shylock, que certains parmi vous ont peut-être lu, où tout à coup Philip Roth, qui est en Israël, se rend compte qu'il y a un autre type qui s'appelle Philip Roth, qui est en Israël, et qui est un antisioniste qui prêche le retour de tous les juifs en diaspora, et donc il se fait emmerder par les services secrets à ce moment-là, essayer de prouver que l'autre n'est pas lui. Un truc qui est totalement garyesque d'une certaine manière, ou ajarien. Ce que je trouve intéressant dans l'histoire de Gary Ajar ou dans Roth Zuckerman, c'est que d'une certaine manière, l'auteur n'arrête pas de dire que le vrai lui, c'est l'autre. C'est-à-dire que le vrai Gary, c'est Ajar, et le vrai Philip Roth, c'est Zuckerman. Et moi, ça me fait penser à cette scène qui est, je vous l'avoue, moi, ma scène préférée de tout ce que... très juive et très psychanalytique, qui arrive à la fin de 3 souvenirs de ma jeunesse, ce moment où... pour ceux qui l'ont vu, le personnage Paul Dédalus a raconté dans le film qu'il a filé son passeport à un juif réfusnik qui a pu partir donc comme ça en Israël sous le nom de Paul Dédalus. Et il y a cette scène finale où à la fin il dit au personnage de son amoureuse, voilà Esther, que je ne sais pas exactement comment il dit, mais il suggère que peut-être le vrai c'est l'autre et c'est pas lui. Le vrai Paul Dédalus, qui sait, c'est peut-être l'autre. On dirait une blague juive. Il y a dans un des livres de Gary la même idée qu'il y a un juif rescapé de la Shoah qui se rend compte qu'il y a un juif qui portait le même nom qui est mort à Auschwitz, et toute sa vie il se demande si c'est l'autre qui est mort ou si c'est lui. Il n'est pas bien sûr, et derrière cet humour absurde et grotesque, il y a une vérité profonde qui est pour moi évidemment une vérité psychanalytique, mais aussi oui, très juive, qui est qu'en fait on n'est jamais sûr qu'on est soi. Et en fait accepter que on ne sait pas qui parle quand on dit je, que c'est peut-être l'autre qui est en train de parler, ou peut-être que le type qui a volé vos papiers d'identité, à l'autre bout du monde, c'est le vrai vous. Est pour moi une très très grande leçon littéraro-théologico-psychanalytique. Mais il y a une coda à la scène, c'est que Esther l'embrasse, elle goûte ses lèvres, elle dit c'est bien toi, je confirme. Donc il faut de l'autre
Il faut l'autre pour apprendre que, évidemment, que vous n'êtes pas propriétaire de qui vous êtes. Vous n'êtes pas propriétaire de vous. Mais ça, que je n'existe pas, c'est une vérité analytique. Enfin, si on commence à croire qu'on existe, autant pas commencer psychanalyse, quoi. Ça, c'est une perte de temps. Je n'existe pas, je ne suis qu'une somme de fiction. Mais il y a Esther qui peut dire « je confirme ». Alors, il est un peu moins sceptique. Il est un peu moins sceptique. Il y a deux autres noms que je voudrais citer, c'est Truffaut et Bergman. Truffaut, que tu aimes beaucoup, que tu admires, comme moi. Truffaut n'a vu aucun de tes films, puisqu'il est mort en 84. Et Truffaut n'aimait pas du tout le documentaire. Alors pour lui, je ne sais pas ce qu'il aurait pensé de Shoah, qui est sorti un an après. Il disait même « je suis contre le documentaire ». Très contre, très hostile. Il méprisait tous les cinéastes documentaires. À tort, peut-être. Mais enfin, il n'aimait pas ça du tout. Je ne sais pas ce qu'il aurait pensé de Shoah. Puisque Truffaut, j'en ai fait la révélation dans la biographie que j'ai coécrite il y a 25 ans, Truffaut aurait eu comme... Son géniteur était juif. Il s'appelait Lévi, en plus. Donc Truffaut a découvert qu'il était en partie juif et était marié avec une femme juive, Madeleine Morgenstern, et ses filles sont juives. Et l'autre, c'est Bergman, qui est très... Moi, je trouve qui est très présent dans un conte de Noël. Enfin, bon, les retrouvailles familiales, la fête célébrée sur le mode du chaos total. Je sens que ce sont des cinéastes qui t'influencent. Et puis, pour tromperie, j'ai pensé à Woody Allen, c'est-à-dire à cette idée d'un film de chambre, quoi. À la fois pour des raisons budgétaires, mais aussi parce que artistiquement, esthétiquement, ça fonctionnait bien de faire comme si on était à Londres alors qu'on est dans un hangar je ne sais où, dans la région parisienne, j'imagine. Je veux dire que tu assumes tes admirations, enfin tes filiations avec des auteurs. On a parlé de Roth et de Lanzmann, mais je veux dire que il y a quand même quelque chose une question que j'ai toujours eu envie de te poser, c'est dans tes films, dans ton dernier film, Frères et Sœurs, il y a cette question de la haine, quoi. La haine, mais la haine viscérale, quoi. On se hait un frère, une sœur, qui est une haine à s'entretuer, quoi. Ou celui de la trahison, quoi. Qu'est-ce que c'est en quoi la trahison est un thème qui te permet de faire scandale, voilà, je sais pas. Le scandale, pour moi, c'est... Roth étant le maître du scandale, ce qui est écrit, c'est scandaleux. Et donc il met le doigt là où ça grince, quoi, là où ça fait mal. Et ça me plaît. Mais il y a une chose qui me frappe chez Bergman, c'est qu'il y a des sentiments que Bergman a peints très tôt dans sa carrière, qui peuvent être l'amertume, la haine... Il y a aussi le problème du transit intestinal, qui est très important chez Bergman, hein, ces coliques, etc., qui est très très présent dans son œuvre littéraire et cinématographique. Je pense le dernier film avec le clown là, qu'il avait fait, etc., mais c'est dans beaucoup de films. Et donc des sentiments qui ne sont pas nobles. Et moi, je me suis construit... je pèse mes mots parce que je te parle à toi. Je me suis construit le cinéaste majoritaire juste avant que je veuille faire des films, c'était Piala. Et Piala, il disait que l'amertume, la haine, la jalousie, le truc, c'était le fin mot. Moi, c'est comme ça que je voyais les films. Toi, tu les vois différemment, mais toi, tu as connu Piala, moi, je ne l'ai pas connu. Quand je regardais ces films, je voyais que le fin mot d'un être humain, c'était, comme chez Céline, c'est tout le monde vomit sur le bateau, parce que dans le fond, l'homme, c'est jamais qu'une machine à vomir. Et il me semblait que la leçon que je retenais de Bergman, c'est qu'il ne faut pas avoir peur, ça fait très peur, mais il ne faut pas avoir peur du fait que la petitesse, la mesquinerie, l'amertume, la haine, c'est des moments d'un être humain. Et il faut les dépasser, il faut trouver une fin. Frères et Sœurs, un film qui est obsédé par ça, c'est quand est-ce qu'on trouve la fin de la haine. Pas le pourquoi, on s'en fout complètement. Le pourquoi, c'est de la psychologie, c'est des miroirs aux alouettes. Juste, il faut que ça s'arrête. Voilà. Et donc, que j'ai essayé d'embrasser dans les films que j'ai fait des sentiments négatifs, mais en disant qu'ils ne sont pas le fin mot de mes personnages, mais qui sont une étape, un moment inévitable des personnages. Je peux penser comme ça
l'extrême amertume ou violence qu'il peut y avoir dans Cri au chuchotement, par exemple, pour prendre un des films de Bergman les plus connus, qui sont incroyables, de défis, de haine, comme ça, folles entre ces trois sœurs, etc. Mais jamais j'ai l'impression de retirer de Bergman la même leçon que ce qui m'embarrasse chez Céline, c'est, vous voyez, dans le fond, on n'est que ça, on n'est que des merdes. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a de l'amertume, ça n'est pas un fin mot, on doit aller au-delà. Ouais. C'est ça que j'ai retenu de Bergman. Woody Allen, ça a été en décalé. Woody Allen, que j'ai commencé à voir avant de lire Roth, puisque j'ai lu Roth après. Les deux hommes ne s'aimaient pas, on ne sait pas. Enfin, si, Woody Allen est pris d'admiration devant Roth, et Roth, il disait, mais c'est un faux Philippe Roth, Woody Allen. Donc, il y a un film de lui que les gens aiment pas beaucoup, moi j'aime beaucoup, qui est Déconstructing Harry, qui est vraiment un hommage au théâtre de Shabbat, et qui est vraiment un film que j'aime beaucoup de Woody Allen. Et il y avait une liberté de ton, ça me rappelle Gary ou Roth, c'est quand tout d'un coup le personnage peut dire des choses qui sont pas prévu par le scénariste. J'ai le sentiment très fort comme ça. Il y a ça chez Tarantino aussi. Tout d'un coup, il y a une faconde du personnage. D'habitude, un bon personnage dans les films avant l'apparition de Woody Allen, c'est quelque chose qui est rarement décrit dans les histoires du cinéma, mais un bon personnage, c'est celui qui est plus bête que le réalisateur. C'est-à-dire, il ne doit pas savoir parler, il doit être l'objet de ses passions. Il n'est pas du tout conscient, et tous les spectateurs se disent, mais enfin, tu es amoureux de cette fille, etc. Et tu ne t'en rends pas compte. Et le personnage, ça, c'est un bon personnage de cinéma. Et un personnage de cinéma qui pense, c'est un mauvais personnage de cinéma. Et j'ai toujours la stupeur, quand je me souviens de la stupeur quand je vois Manhattan, et je vois Diane Keaton qui dit, tiens, l'ombre de Nabokov plane. Et est-ce qu'elle voit une très jeune fille avec Woody Allen. Et je réalise que dans la salle, ils parlent très très vite, les personnages. Bien sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas lu Lolita, c'est très bien. Donc il n'y a qu'un pourcentage. Donc elle est plus maligne qu'une partie. Et peut-être que Woody Allen, il n'a pas lu Lolita non plus, comme il le dit dans sa biographie. Il a cité parce qu'une de ses copines lui a dit que c'était ça l'histoire, ou qu'il a vu le film de Kubrick. Allez savoir. Mais tout d'un coup, un personnage est plus libre que ce qui était prévu. Et ça, c'est ce que j'avais appelé à un moment le FDLDP, le Front de libération des personnages. C'est que tout d'un coup, le personnage soit plus soumis au scénariste. Il y a une scène qui est magnifique, comme ça, qui est dans Pas de printemps pour Marnie, où Tippi Hedren, comme ça, est devant Sean Connery. Et Sean Connery lui dit, alors, vous venez quand même de cambrioler une banque, etc. On est poursuivi, c'est quand même tout à fait compliqué, ce serait peut-être bien d'aller voir un thérapeute. Et à ce moment-là, la réplique qui est sublime et qui est coécrite par Hitchcock, c'est « You, Freud, I, Jane ». Toi, Freud, moi, Jane. Voilà. C'est-à-dire tout d'un coup, elle sait quelque chose. Elle dit, Freud, ouais, j'en ai lu 4, j'ai trouvé ça très surfait. You, Freud, I, Jane. Voilà. Et ça, c'est le front de libération des personnages. C'est quand tout d'un coup, le personnage peut prendre le pas sur le pouvoir que les scénaristes voudraient lui imposer, quoi. Moi, j'ai une question par rapport en réponse à ce que tu disais. Il faut que la haine, à un moment donné, s'arrête dans le scénario. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, dans vos films, la haine qui s'arrête, ça ne veut pas nécessairement dire le pardon. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la question, c'est pas est-ce que le frère va pardonner à sa sœur, est-ce que le fils va pardonner à sa mère, etc. Que c'est quelque chose de plus complexe que ça. Et j'avais envie de vous poser une question là-dessus, parce que plusieurs fois surgissent dans les films des scènes de Yom Kippour. Des scènes, finalement, de ce qu'on appelle parfois le grand pardon, le jour de grand pardon. Je pense dans Frères et Sœurs, à un moment où le personnage arrive à la synagogue, mais pas de bol, il a mis des chaussures en cuir, et c'est genre il est à côté entre guillemets, des vrais juifs, ou c'est dans 3 souvenirs de ma jeunesse, où il y a aussi une scène de synagogue sous le talit, et lui n'a pas de talit, n'a pas de châle de prière. C'est intéressant parce que Yom Kippour, c'est souvent ce que le monde non-juif connaît du judaïsme, la fête la plus célèbre, la fête du grand pardon, et on oublie de dire à quel point c'est un malentendu, la conscience populaire que les gens en ont. D'abord, ne serait-ce que par le fait que Kippour ne veut pas dire pardon en hébreu. Quand on traduit Yom Kippour par jour du grand pardon, on est dans une erreur de traduction. Et en fait, pour le dire de façon un peu caricaturale, les juifs ne croient pas trop au pardon. En fait, le mot de Kippour, c'est un mot qui veut dire littéralement couvercle ou couverture. On considère que le jour de Kippour, nos fautes sont à découvert et qu'on ne va pas les effacer, parce qu'on ne pourra pas pardonner et faire comme si ça ne s'était pas passé, et table rase, mais on va se débrouiller pour les couvrir avec un bout de tissu ou un truc ou un couvercle qui fait qu'elles seront un peu moins
visibles au quotidien. Elles sont là, et on sait qu'elles sont là, mais on pourra quand même vivre avec. Et donc c'est le contraire du tout est pardonné. D'ailleurs, je vous une petite parenthèse là-dessus. Au moment où vous vous souvenez, la couverture de Charlie Hebdo était sortie après les attentats, ce personnage sur lequel il y avait marqué tout est pardonné. Moi, je me souviens qu'il y avait autour de moi, au moment où elle est sortie cette couverture, 2 catégories de personnes, des gens qui trouvaient ça super, et puis pas mal de mes amis juifs qui disaient je comprends pas cette couverture parce que théologiquement, il y a quelque chose qui leur échappait. C'est comme s'ils disaient non, en fait, pourquoi, au nom de quoi on pardonnerait? Il y a eu le même débat cette semaine autour des excuses de Dieudonné, que vous avez peut-être suivi. Dans le monde juif, ça a déclenché un truc incroyable. Beaucoup de gens qui disaient, en fait, au nom de quoi, au nom de qui on pardonnerait? Et qui peut pardonner au nom des victimes? Ça, c'est un débat qu'on aurait pu avoir avec Lanzmann aussi. Mais voilà, sur la question du pardon et de Kippour et de la synagogue. Je suis assez fier en tant que cinéaste catholique d'avoir adapté d'une part des commentaires talmudiques de Lévinas, c'était dans Comment je me suis disputé, et d'autre part un livre de Lévin Horviller dans Frères et Sœurs. Et c'est dans des scènes de Kippour. Alors la scène de Kippour venait d'une anecdote que développe, enfin que déplie Lévinas. C'est un rabbin avait offensé un boucher et il va le voir et il lui dit tu peux me pardonner, etc. Puis le boucher dit non, je veux rien entendre de toi, etc. Puis il y retourne. Il est super pieux, il y va 3 fois. Puis il est tellement pieux, il se dit allez, j'y retourne encore une 4e, etc. Au bout d'un moment, il parle à la yeshiva, il dit il faut que je retourne parce que ce boucher, il m'en veut. C'est vrai que j'ai merdé avec lui, mais enfin quand même, il devrait m'accorder son pardon. Et un de ses collègues lui dit n'y va pas, sinon tu le tueras. Et il y va, et l'homme très pieux lui dit écoute, vraiment, si je t'ai offensé, je m'en suis pas rendu compte, je suis vraiment désolé, je te prie de m'en excuser. C'est le jour de Kippour, et le boucher lui dit je t'emmerde, frappe sur une côte d'agneau, un éclat d'agneau vient le frapper à la gorge, et il en meurt. Voilà. Alors ça, je l'avais adapté. Il y avait Michel Villarmoz qui arrivait, et il y avait le plus mauvais juif du monde qui était Amalric, puisqu'il est chrétien. Donc le personnage s'appelle Paul Dédalus, il est chrétien, donc évidemment c'est un juif incompétent. Et donc il va, et Nathan lui dit, Salinger lui dit, ne va pas parler à ce type, il a le droit de te haïr ou de t'en vouloir de ça, sinon tu le tueras. Et il va, il frappe à la porte, Villarmoz ouvre la porte, c'est 2 professeurs d'université, et il dit « Bonjour, c'est Kippour ?» Donc le chrétien lui dit « Oui, donc ?» Et il dit « Je sais que tu te brûles de me demander pardon, parce que tu m'as offensé, etc. » Il commence un speech, etc. Et à ce moment-là, Villarmoz lui dit « Je ne sais même pas qui tu es, fous le camp de chez moi », le jette, frappe, ferme la porte, se coince les doigts dans la porte dans un geste de violence, l'os est brisé, on voit la cicatrice, etc. Il dit il m'a tué, et donc j'avais réussi à adapter Lévinas. Et donc j'étais assez fier quand même. Et pareillement, il va avec son ami, avec Patrick Timsit à la synagogue, et voilà, il est dans une histoire d'amour et de haine très ambiguë avec sa sœur, et voilà que lui est rappelé le jour de Kippour l'interdiction, la prohibition de l'inceste, qui lui est rappelé dans cet endroit, et voilà tout d'un coup que son ami lui traduit les mots qu'il ne sait entendre, puisqu'ils sont en hébreu, et voilà qu'il entend un rappel de l'interdiction de l'inceste quand la tentation de l'inceste va bientôt le frapper. Et je me disais, si je fais sérieusement mon travail, je ne peux pas faire un film sur la dispute, ça aura une scène de Kippour, quoi. C'est un moment, c'est un passage obligé, quoi. Mais il faut que j'y aille en chrétien, donc je ne sais pas comment je fais. Peut-être, avant de vous passer la parole, il y a un film sur lequel je reviens volontiers, c'est Esther Kahn, qui est un de tes plus beaux films. Et on a parlé tout à l'heure de la présence juive sous l'angle de l'altérité. Là, c'est pas l'altérité, c'est l'immersion. Et un ami commun m'a dit que tu avais fait tout le film avec une kippa sur la tête. Et je trouve ça génial. Que tu étais immergé dans la culture juive. Et pas celle de notre époque, celle qu'on n'a même pas connue, ni Delphine. Zangville et tout ça. Voilà, en Angleterre. Bon. Et là, c'est l'immersion. C'est-à-dire que c'est un film immergé dans la famille, le schmatès, l'apprentissage, le théâtre. Je trouve que c'est une autre matrice pour moi, romanesque, en langue anglaise, avec des acteurs non français, anglophones. Comment tu remets ce film dans le trajet que tu as fait? C'était en 2000, hein, je crois. Ouais, je venais de faire un film où le héros était un personnage sceptique, donc il ne sait pas s'il est lui ou à la Garvey, il ne sait plus lequel est le vrai, quoi.
il ne sait plus s'il existe, il est endormi ou réveillé, c'est Descartes et tout ça. Je ne sais pas si voilà, et je l'avais fait lire à une amie, lectrice, comme ça, qui avait lu. Et ce type avait une affaire, hein, il y avait comme ça 3 scènes qui rythmaient le film, avant la rupture et après la rupture, avec sa compagne, avec qui il sort depuis plus de 10 ans, qui était Emmanuelle DeVos, et dont le nom était Esther. Je lui avais donné ce nom en pensant déjà à la nouvelle de Simons, qui s'appelait Esther Kahn. Et me plaisait, parce que je l'avais lu, le fait Esther, j'ai appelé plusieurs personnages Esther dans mes films. Ce que j'aime bien, c'est je décris toujours la même chose, qui n'est pas biblique, c'est une fille un peu brutale, qui ne sait pas bien parler, elle est avec des garçons beaux parleurs, sûrement plus bourgeois, et tout ça, elle est peut-être plus populaire, mais elle vise juste. Elle n'a pas besoin de réfléchir, elle dit la vérité tout le temps. Elle a ce don-là, quoi. Donc elle parle jamais, mais alors quand elle parle, ça dépote, quoi. Voilà. Et cette espèce de brute de petit chien qui mord les bulles, comme ça, quand on voit la petite Esther Kahn qui est sur le toit de Londres et qui mord les bulles de savon, qui mord la vie comme ça, qui est comme un petit animal, j'aimais bien parce qu'on peut lire Esther comme Astir, la cachée. Donc elle a quelque chose de caché en elle, elle a un trésor et qu'elle ne sait pas bien sortir. Alors du coup, ça me plaisait. Et donc cette amie lectrice m'avait dit, bon bah d'accord, tu as raconté Paul le Sceptique, le film va être très long, mais la fille, elle en pense quoi? Et je dis, ben elle, ce sera le film d'après. Et là, je suis parti en me rendant absolument pas compte de ce que je faisais. Je me rendais pas compte de tout ce que c'était de tourner à Londres. Je me rendais pas compte que les Anglais se sont battus pendant la guerre et pas les Français. Donc Londres entièrement détruit. Donc pour trouver des trucs d'époque, c'était un cauchemar, etc. Donc moi, je voulais pas tourner en studio. Donc c'était très très compliqué à mettre en place. Et il fallait que je me plonge dans une masse de documentation, 2 masses de documentation, un monde qui m'était étranger, qui était le monde du théâtre. Donc c'était principalement les cours de vitesse, les cours de Brooke, etc., pour les leçons à Icon Hall, les leçons de théâtre. Et dans la vie juive anglaise de l'époque, qui est plurielle, mais c'était surtout les nouvelles du ghetto de Zangwill et tout ça que je lisais, les comédies du ghetto et tout ça, et puis des livres d'histoire. Et des livres américains sur les tenements, sur le schmatters dans les tenements à New York, et ce photographe Rhys, je crois qu'il s'appelle, qui est un très grand photographe. Et donc il y a tout ce matériel-là. Donc je suis arrivé, j'étais chargé de savoir. Donc dès qu'il y avait des problèmes, par exemple, personne ne comprend pourquoi Laszlo il sort le poil quand sa mère est morte. Parce que chez les Vinas, mais je parle sous votre autorité, il ne peut pas y avoir d'objets en cuir fermé ou de poêle. Il peut y avoir une cheminée dans la pièce où il y a un mort, mais il ne peut pas y avoir de poêle fermé. Donc du coup, comme il y a un poêle, il le sort, comme on est à Londres. Et donc les gens, ils m'appelaient Rabbi sur le tournage, et je disais, mais non, mais moi je suis catholique, je suis le seul goy sur ce film, donc fichez-moi la paix avec ça, etc. Mais quand il y avait besoin de petits trucs de savoir, l'équipe était... J'avais bien des amis... juifs qui étaient sur le film et donc voilà, mais moi j'avais bossé avant, quoi, j'avais bossé mon sujet, donc je connaissais, et de la même manière que je me découvre dans une église, je portais kippa quand tout le monde portait kippa, mais pas quand les personnages ne les portaient pas. Ça, j'aurais trouvé c'est vrai que j'ai pas désiré être écrivain. Et j'ai adoré lire. J'adore encore lire, être le fan de Roth et tout ça, relire ses livres et ça, j'ai adoré ça. Ça me passionne, la psychanalyse. J'ai jamais désiré avoir une formation analytique, suivre des séminaires et tout ça. Non, je lis comme un parfait ignorant, ça me va très bien, je baigne dedans et ça me rend plus libre, quoi. Et il y a ces amitiés juives, je mentionnais en particulier celle de Pierre Amzalag, mais celle de Claude est tout aussi importante. Ce sont des grandes dimensions dans ma vie. Mais c'est en tant que chrétien que je parle. Mais voilà, c'est des amitiés qui ont rendu ma vie plus riche. J'ai pas eu le désir, donc je ne pourrais pas porter kippa. Ça n'aurait pas de sens. Si, quand on dit le Kaddish, évidemment, je sors ma kippa, voilà, c'est normal, c'est un réflexe, quoi, de la politesse, quoi. Mais ça s'arrêtait là. Bon, écoutez, au début, on avait du trac tous les 3 en venant, et puis là, je crois qu'on va créer un groupe WhatsApp tous les 3 parce qu'on va plus se quitter. Mais est-ce que vous voulez, est-ce qu'il y a des questions? On se donne encore un moment pour des questions, pas? S'il y en a, ou des réflexions, mais c'était vraiment pas mal, on s'en est sorti. Moi, j'étais sûr avec. Moi, j'ai noté plein de trucs sur ma feuille. J'ai noté des expressions.
que vous avez utilisé, que j'ai trouvé incroyable à un moment donné. Vous avez parlé d'embrayeur de fiction. Je trouve que c'est génial comme mot, créer un embrayeur de fiction. Mais l'expression que j'ai préférée, vraiment, c'est que vous avez décrit le tournage à la synagogue comme le fait que vous y étiez allé en chrétien. Vous savez, comme on dit, on mange en juif, on fait un truc en juif. Mais vous y allez en chrétien, qui est en fait extrêmement subtil de faire des trucs en chrétien parmi les juifs. C'est comme ça, en loose dé. Que je trouve très fort. Et puis il y a l'autre point que je trouve fascinant, vous avez commencé à l'aborder. Je m'excuse, je vous vole peut-être des temps de questions. Sur la question des prénoms, en fait, Esther, effectivement, c'est celle qui cache. D'ailleurs, en français, on l'entend presque de façon lacanienne, et se taire. C'est-à-dire qu'il y a la question de Esther, c'est celle qui tait quelque chose, en fait. Mais ce que je trouve fascinant d'un point de vue biblique aussi, c'est que Esther, c'est le personnage dans la Bible qui va sauver l'avenir, parce qu'elle est entrée dans le palais d'un non-juif. C'est-à-dire qu'en fait, elle est mariée à Assuérus. Et donc, en fait, elle symbolise la possibilité d'un salut par l'intimité juif-non-juif. En fait, si Esther n'entre pas en intimité, dans tout le sens du terme, avec le monde non-juif, il n'y a pas d'histoire. Et en fait, c'est l'intimité juif-non-juif qui compte. Et l'autre personnage, l'autre nom que je trouve fascinant et qui revient tout le temps dans les films, c'est Ismaël, quand même. Je ne sais pas d'où vient ce nom d'Ismaël, mais Ismaël, vous savez, dans la Bible, c'est le frère d'Isaac. C'est-à-dire que c'est le frère qu'on a mis de côté, mais qui fait quand même partie de la famille. Mais on fait comme si on l'avait oublié, puisque l'alliance passe par Abraham, Isaac, Jacob. On fait comme si Ismaël, on pouvait s'en débarrasser. Alors quand il fait un retour dans l'histoire, c'est un sacré retour, on le voit aujourd'hui d'un point de vue historique, la question du rapport Isaac-Ismaël, symboliquement, elle est là. Mais je trouve intéressant que Esther et Ismaël soient deux noms qui disent le rapport que doit avoir le juif avec celui qui est à la bordure de son identité, celui qui n'est pas lui, pour qu'il y ait un avenir et une suite dans l'histoire. Elle est forte, elle est très forte. Bravo. On apprend avec elle, on apprend tout le temps. Je ne sais pas. On apprend des choses. Elle sait. Enfin, elle sait beaucoup de choses. Je trouve ça bouleversant ce que tu dis. C'est un peu comme chez les frères Marx. Il y en a toujours le troisième qu'on oublie tout le temps. Il y a Groucho et Harpo, mais l'autre, tu te souviens, hein? Zeppo, on l'oublie tout le temps. Tu sais, chez les frères Marx. Chico. Qui veut prendre la parole, exprimer un avis, ou protester, contester, admirer, applaudir? Je fais mon rôle là. Non? Personne? On en reste là alors. Ah. Bonjour à tous, merci beaucoup. J'étais très heureuse, merci de ce dialogue. J'étais très heureuse de tout ce que j'ai entendu. Mais je voulais juste dire que moi, ce que j'aime beaucoup dans le cinéma d'Arnaud Desplechin, c'est que les Juifs apparaissent comme des gens quelconques, souvent. Ils sont là, et même dans Esther Kahn, on n'a pas l'impression d'aller voir des Juifs, on voit des gens qui vivent, on voit leur maison, etc. Et de la même façon qu'on voit des Noirs, il n'y a pas besoin d'avoir de sous-titres pour dire, il y a dans 3 souvenirs de ma jeunesse, par exemple, le professeur qui est une femme noire, et bon, on l'apprécie parce que c'est un bon professeur, et pas parce que c'est une femme, et pas parce qu'elle est noire. Et les Juifs sont là, et donc comme Delphine Orviller parlait de l'intimité, moi ce qui m'éblouit le plus, c'est cette intimité. Alors Arnaud disait qu'il était là en chrétien, mais moi parce que je suis souvent très gênée quand il y a des personnages juifs, parce que je suis juive, quand dans des films, et j'ai l'impression quelquefois je suis gênée qu'on parle de nous, de cette intimité-là, mais ça ne m'arrive jamais dans les films d'Arnaud Desplechin, et voilà, je voulais le remercier pour ça. Si tu veux beau compliment, je peux se recevoir. Non, je voulais juste évoquer le personnage de Patrick Stimsit, qui est... parce que vous avez beaucoup parlé de disputes, de tensions, de choses comme ça. Et le souvenir que j'ai, mais j'ai vu le film quand il est sorti, donc je ne l'ai pas revu, c'est que le personnage de Patrick Stimsit est un personnage de réconfort... Enfin, est une solution, je ne sais pas comment dire. Il y avait ça aussi un peu que le personnage de Roche Dizem, mais le personnage de Patrick Stimsit... on voudrait tous pouvoir l'avoir dans nos vies. Et voilà, c'était...
Je trouve qu'il fait un super psychiatre. Quand Alice arrive folle de colère comme ça chez lui, etc., puis elle dit non mais ça c'est pas grave, mais je veux juste des médicaments, etc. Et lui arrive et n'arrive pas à la désarmer et tout ça. Puis il a porté dans cet univers qui était très morbide, parce que la haine est ce sentiment négatif, et il y a un sentiment de mort, puis la mort plane chez les parents. Et dès l'arrivée du personnage de Patrick sur Deux vies à Chaumer, donc sur ce plateau comme ça dans les Pyrénées et tout ça, tout d'un coup il y a un truc de vitalité. Il est pour la vie, quoi. Il est pour la vie, et il se passe la même chose pour moi avec le personnage de Goldshifter, de la compagne de Melville, mais qu'on voit aussi, qui a ce veuvage, etc. C'est l'ami, quoi. C'est l'ami absolu. Et la scène avec Marion Cotillard, je trouve merveilleux, et la scène à la synagogue, la fièvre dans le c'était drôle, c'est un tout petit reproche que j'ai sur le film, que je me fais sur le film. C'est parce que Timsit avait tellement de plaisir à jouer les prières à la synagogue qu'il le jouait avec beaucoup d'enthousiasme. Moi, j'étais derrière la caméra et je pensais, oui, mais un shrink, il aura un tout petit peu moins d'enthousiasme. Un tout petit peu, il serait tout petit peu plus snob, il ira un tout petit peu moins fort quand même. Et en même temps, j'avais pas envie de réfréner cet appétit de vie qu'il y a chez Timsit, que je trouvais tellement, et qui rendait le personnage lunaire de Melville, qui lui apportait un peu de soleil dans un film qui était si sombre. J'aime bien ce qu'a dit madame. C'est un personnage réconciliateur. Et en plus, il est psychiatre. Et la scène est très courte, mais elle est extrêmement dense. Les yeux de Timsit, qui n'est pas un acteur de ta famille d'acteurs, mais qui est très... Elle a complètement tort dans la scène. C'est elle qui a tort. Lui a raison. Il veut l'aider plus profondément que de lui donner simplement une ordonnance. De toute façon, il va la lui donner. Mais il veut plus. Il veut la sauver, ou l'aider à se sauver elle-même de sa propre... Jusqu'à la fin, c'est quelque chose auquel je fais de plus attention de film en film. C'est la sortie du personnage. Souvent, quand vous travaillez au scénario, on travaille à l'introduction dans les manuels. Ils vous disent de travailler la présentation du personnage. Et moi, je pense toujours à la dernière réplique, c'est-à-dire quand les acteurs vous disent au revoir et que vous ne les verrez plus jusqu'à la fin du film. Et donc, j'avais retravaillé cette scène parce que j'en étais pas content. On a travaillé avec Patrick et tout ça. Et ça se termine, ils sont au cimetière. Et Melville s'effondre dans ses bras et lui dit « T'as plus qu'une patrie, c'est ta femme, fous le camp ». Et il lui hurle dessus, fous le camp. Et tout quoi, c'est cet appel à la vie, au départ, comme ça, venait signer le personnage qui, pour moi, était signé sous le sceau de la vie, comme ça, de très très fort, quoi. Cette injonction à s'enfuir, quoi. Arrête, on est trop vieux, fous le camp. Et du coup, ça venait... Patrick pouvait venir signer le film entièrement avec cette réplique. Bon, ben merci. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci Delphine. Merci Arnaud.